This is a season when our thoughts turn to celebrations with our friends and families. Je me souviens encore précisément du moment où j'ai entendu parler de cette lettre. Non pas parce que la nouvelle a été annoncée haut et fort, mais justement parce qu'elle a surgi presque à voix basse, entre les lignes de tout ce que nous pensions savoir sur Diana. Un document perdu, écrit de sa propre main adressé à Charles, est resté caché pendant des années. Ce seul fait m'a profondément troublé. Comment une lettre de l'une des femmes les plus photographiées au monde a-t-elle pu rester secrète si longtemps, et qu'est-ce que cela révèle sur ce qui apparemment n'avait pas le droit d'être dit ? Dès les 15 premières secondes où j'ai prêté attention à cette histoire, j'ai ressenti un profond malaise. Non pas le genre de sensationnalisme que les tabloïds aiment susciter, mais une tension plus profonde, plus sourde. Car lorsque Diana a couché ses pensées sur le papier à la fin de sa vie, elle ne l'a pas fait à la légère. Elle savait mieux que quiconque que les mots pouvaient te marquer les esprits, qu'ils pourraient un jour se retourner contre elle ou tout simplement être ignorés. Le simple fait qu'elle ait écrit, et à Charles qui plus est, confère immédiatement à cette lettre une charge émotionnelle. Pour moi, c'est comme une clé qui des années plus tard s'ouvre dans une serrure. Je m'interroge sur les raisons pour lesquelles ce document n'a refait surface que maintenant. Non pas dans les années qui ont suivi sa mort alors que le monde cherchait désespérément des explications et un sens à tout cela, mais des décennies plus tard à un moment où la monarchie est de nouveau sous pression. Je crois rarement aux coïncidences, surtout dans un contexte où l'information est toujours examinée avec la plus grande attention. Cette découverte m'incite à me tourner vers le passé mais aussi à envisager l'avenir, car cette lettre ne concerne pas seulement le passé, elle touche au présent. Ce qui me frappe d'emblée, c'est le contexte de cette écriture. Au milieu des années 1990, Diana traversait une période charnière libérée d'un mariage raté. Elle n'en demeurait pas moins sous l'emprise de l'institution qui l'avait façonnée et blessée. Officiellement divorcée déchue de son titre, son rôle se réduisait à celui de mère d'eux. Une simple formalité administrative, certes, mais un véritable séisme émotionnel. Durant cette période, elle écrivait plus souvent, plus intensément, comme si elle savait qu'elle devait se faire entendre tant qu'elle le pouvait encore. La lettre à Charles s'inscrit dans cette dynamique tout en s'en démarquant. Je ne peux dissocier cela du style d'écriture habituel de Diana. Ces lettres n'étaient pas des pensées éparses, mais des signaux de détresse, des tentatives pour mettre de l'ordre dans le chaos. Elle écrivait parce que parler ne menait souvent à rien, parce que les émotions étaient rarement les bienvenues entre les murs du palais, et parce que le papier ne pouvait détourner le regard. Lorsqu'elle exprimait ses inquiétudes, ses peurs ou ses intuitions dans cette lettre, elle le faisait probablement avec une acuité qu'elle ne pouvait se permettre en public. L'existence de cette lettre soulève immédiatement des questions que je ne peux ignorer. S'agissait-il d'une tentative de réconciliation ou peut-être d'une rupture définitive ? Cherchait-elle à avertir Charles d'un danger imminent pour leur fils ou pour l'institution elle-même ? Et plus important encore, qui a décidé que ces mots ne devaient pas être divulgués ? Dans un système qui prospère grâce à la continuité et au contrôle, le silence peut être tout aussi éloquent qu'une déclaration. Ce qui me frappe, c'est l'idée que Diana ne s'exprimait pas ici en icône ou en symbole, mais en être humain. En tant que personne qui savait combien le pouvoir peut être solitaire, combien la tradition peut parfois être froide, et combien le fardeau de la succession pèse sur des enfants qui ne l'ont pas demandé. La lettre devient ainsi un prisme. À travers ce simple document, la lumière de toute sa vie se réfracte sous un jour nouveau. Chaque détail, si infime soit-il, prend soudain toute son importance. En y réfléchissant, je constate que l'image que je me fais de Diana évolue. Non pas que je souhaite la voir différemment désormais, mais parce que cette lettre confirme sa complexité. Elle n'était ni une victime passive, ni une rebelle naïve. Elle observait, analysait et anticipait. Peut-être a-t-elle compris plus tôt que d'autres que la monarchie n'est pas qu'une famille, mais une machine qui façonne et déforme les individus. Et peut-être a-t-elle tenté de faire comprendre cela à Charles, non pas en tant que futur roi, mais en tant que père. Cela m'amène au cœur même de la raison pour laquelle cette lettre a un tel impact. Ce n'est ni une relique, ni un objet empreint de nostalgie. C'est une intervention, certes tardive. Maintenant qu'elle refait surface, elle nous oblige à réécouter une voix autrefois jugée trop forte, trop émotive, trop difficile à entendre. Je me demande si nous sommes même prêts à comprendre ce qu'elle cherchait à nous dire à l'époque. Tandis que je réfléchis à tout cela, une question me hante, et si cette lettre avait été prise au sérieux à l'époque ? Non pas classée, non pas filtrée, non pas mise de côté. Cela aurait-il changé quelque chose pour William, pour Harry, pour Charles lui-même, ou le système était-il déjà trop rigide pour évoluer ? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse facile, mais elles sont trop importantes pour être ignorées.
Pour moi, cette lettre marque le début d'une relecture des dernières années de Diana, non pas comme une fin tragique, mais comme une période riche en avertissements, en réflexions et en tentatives de trouver sa voie. Dans les sections suivantes, j'analyserai plus en détail comment son mariage, sa maternité et son éloignement progressif du palais convergent dans ce simple message manuscrit. Car si cette lettre met en lumière une chose, c'est bien que l'histoire de Diana est loin d'être terminée. Quand je repense au mariage de Diana et Charles, je ne vois pas un conte de fées qui s'est terminé tragiquement, mais une structure soumise à une pression constante dès le départ. Tout dans ce lien dépassait les deux personnes qui y étaient prisonnières. Les attentes, les traditions, les règles tacites, tout cela formait une toile de fond qui laissait peu de place à la vulnérabilité. Ce qui me frappe le plus, c'est la rapidité avec laquelle il est devenu évident que ce mariage n'était pas fondé sur l'égalité, mais sur la fonction. Et c'est précisément ce qui explique pourquoi Diana s'est repliée de plus en plus sur elle-même et s'est finalement tournée vers l'écriture. J'imagine combien cela a dû être bouleversant pour Diana de se retrouver si jeune dans une institution qui érige la retenue émotionnelle en vertu. Elle s'est non seulement retrouvée mariée, mais aussi prise dans un système fondé depuis des décennies sur la maîtrise de soi et la hiérarchie. Sa sensibilité, son besoin de reconnaissance et d'affection se sont inévitablement heurtés à une culture qui privilégiait toujours le devoir. Je vois cette tension comme le terreau de tous les problèmes qui ont suivi. Au fil des années, leur mariage s'est transformé en une sorte de théâtre plutôt qu'en une véritable relation. En apparence, ils affichaient une stabilité apparente, tandis qu'en réalité, la connexion se distendait. Je me surprends à observer non seulement Diana, mais aussi Charles. Lui aussi a été marqué par la distance et les attentes ayant grandi dans un environnement où les sentiments étaient rarement exprimés. Le problème n'était pas seulement leur incompréhension mutuelle, mais aussi le fait que le système dans lequel ils vivaient décourageait la compréhension. Dans un tel contexte, les malentendus deviennent presque inévitables. Ce qui me frappe, c'est la fréquence à laquelle la solitude de Diana est réduite à des ragots ou à une faiblesse émotionnelle. Pourtant, lorsque je lis ses lettres et ses déclarations ultérieures ensemble, je vois avant tout une femme qui a pris conscience de son invisibilité. Constamment sous le feu des projecteurs, elle se sentait pourtant intérieurement ignorée. Ce contraste a dû être insupportable. Le mariage ne lui a offert aucun refuge, il n'a fait qu'accroître son sentiment d'isolement. L'infidélité de Charles a joué un rôle crucial, non seulement comme une atteinte personnelle, mais aussi comme la confirmation qu'elle n'avait jamais été choisie pour ce qu'elle était. Pour moi, ce moment symbolise celui où elle a compris que la loyauté au sein de ce mariage était subordonnée aux liens et obligations préexistants. Cette prise de conscience transforme fondamentalement une relation. L'amour devient une négociation et la fidélité une simple formalité. Dans ce contexte, Diana a commencé à chercher sa propre valeur ailleurs. Je vois son rôle évoluer peu à peu. Alors qu'elle s'efforçait d'abord de se conformer à l'image de la future reine idéale, elle a progressivement affirmé son individualité. Non par rébellion, mais par nécessité. Le mariage ne lui offrait plus de soutien affectif, aussi cherchait-elle un sens à sa vie ailleurs, au contact des gens, hors des murs du palais, dans des œuvres caritatives, dans des moments d'échanges humains authentiques. Il ne s'agissait pas d'un rejet de son mariage, mais d'une réponse au vide qui s'y était installé. La séparation officielle puis le divorce n'ont pas marqué une fin abrupte, mais la conséquence logique d'années d'éloignement. Ce qui me frappe, c'est que même après cette rupture, les cicatrices émotionnelles sont restées. Diana était plus libre, mais aussi plus vulnérable. Elle a perdu sa protection sans obtenir de véritable reconnaissance. Et pourtant, elle a continué d'écrire, d'analyser et de réfléchir. C'est sous cet angle que je dois interpréter sa lettre à Charles, non pas comme une attaque, mais comme une tentative de saisir enfin une histoire qui lui avait été refusée trop longtemps. Je me demande dans quelle mesure Charles a jamais été capable de comprendre ces paroles telles qu'elles étaient conçues, non pas comme une critique, mais comme un contexte, comme une explication de ce qui se produit lorsque les besoins humains sont systématiquement ignorés. Le mariage les avait tous deux façonnés, mais de manière totalement différente. Pour Diana, il était devenu une source d'introspection. Pour Charles, il restait avant tout un chapitre d'un récit plus vaste, celui du devoir. Cette asymétrie est essentielle pour comprendre pourquoi sa voix a si souvent été étouffée. Ce que ce mariage m'apprend par-dessus tout, c'est que les institutions peuvent étouffer les individus au point qu'ils ne se reconnaissent plus. Le combat de Diana n'était pas une exception, mais un symptôme. Elle était simplement plus visible que ses prédécesseurs. Son ouverture d'esprit était perçue comme un problème alors qu'en réalité, elle était un miroir. La lettre qui a refait surface me semble être le prolongement de ce mariage, une ultime tentative pour comprendre ce qui a mal tourné, non seulement entre deux personnes, mais entre l'humanité et la tradition. En y réfléchissant, je réalise que ce mariage n'a jamais vraiment eu la possibilité d'échouer normalement. Tout était scruté à la loupe, chaque geste était interprété, chaque conflit amplifié. Dans un tel contexte, la guérison devient presque impossible. La lettre de Diana prend donc une importance particulière.
Ce n'est pas seulement un message personnel, mais un document qui révèle les failles structurelles d'une relation qui symbolisait un système plus vaste. Ce contexte éclaire l'intensité de ses préoccupations ultérieures, notamment concernant ses enfants. Le mariage lui avait fait prendre conscience du prix à payer pour grandir dans un rôle qui ne lui convenait pas. Dans la section suivante, j'analyserai plus en détail comment ce mariage a façonné sa vision de la maternité et de la succession, et pourquoi sa peur de la répétition est peut-être devenue sa principale motivation. Quand je pense à Diana dans son rôle de mère, je perçois une rupture radicale avec tout ce que son mariage lui avait appris. Tandis que sa relation avec Charles était marquée par la distance et la formalité, son lien avec William et Harry reposait sur la proximité et la protection. La maternité n'était plus pour elle un devoir supplémentaire, mais une boussole morale. Tout ce qui lui avait manqué, elle s'efforçait consciemment de le leur donner. Et c'est précisément dans cette contradiction que réside à mes yeux le cœur de sa plus grande crainte, que ses fils soient engloutis par ce même système qui l'avait épuisé. J'ai remarqué que ses inquiétudes concernant William et Harry n'étaient jamais abstraites. Elle ne raisonnait pas en termes de titres ou de scénarios futurs, mais en termes de sentiments et de schémas comportementaux. Elle voyait comment la succession façonne les individus avant même qu'ils ne se découvrent eux-mêmes. William, en tant que futur roi, portait très tôt un fardeau qu'il ne pouvait refuser. Harry, en tant que bras droit, a oscillé dès le départ au bord du gouffre, perdant tout son sens au sein du système. Diana en avait été témoin chez d'autres membres de la famille et en avait immédiatement perçu le danger. Ce qui me frappe, c'est la façon dont elle s'est efforcée de contrebalancer cela. Elle emmenait ses fils dans des lieux où le protocole n'avait pas sa place: hôpitaux, refuges, restaurants ordinaires. Non pas par geste symbolique, mais par choix parental. Elle voulait qu'ils comprennent que leur position sociale ne les protégeait pas de la réalité des autres. À ses yeux, l'empathie n'était pas une qualité innée, mais quelque chose qui devait être activement cultivé, surtout chez les enfants qui grandiraient dans le privilège. Je vois ici une femme visionnaire, peut-être même en avance sur son temps. Elle comprenait que la monarchie ne survivrait que si la génération suivante se montrait plus humaine que la précédente. Cette intuition n'était pas une attaque contre la tradition, mais une tentative de réforme de l'intérieur. Dans cette perspective, sa lettre à Charles prend un sens nouveau. Lorsqu'elle évoquait leur fils, ce n'était pas par sentimentalisme, mais par clairvoyance stratégique. Elle savait que leur avenir déterminerait non seulement leur destin personnel, mais aussi celui de l'institution. La crainte de voir l'histoire se répéter transparaît dans nombre de ses lettres. Elle avait elle-même souffert des séquelles d'une éducation marquée par la distance affective. Elle avait constaté comment Charles avait été façonné par les pensionnats, par une enfance où l'affection était rare. Diana était déterminée à empêcher William et Harry de grandir avec le même sentiment de solitude, malgré tout le luxe dont ils bénéficiaient. C'est un paradoxe dont elle était parfaitement consciente: la richesse peut isoler, le pouvoir peut étouffer. Ce qui me paraît fascinant, c'est qu'elle ne s'inquiétait pas seulement pour William, même s'il incarnait l'avenir le plus prometteur. Son attention envers Harry était au moins aussi intense. Elle percevait le risque lié à l'enfant au lait de réserve, celui qui n'a pas de rôle clairement défini mais qui subit la même pression. À ses yeux, c'était peut-être même plus dangereux. Elle craignait qu'Harry ne se perde entre les attentes et la négligence sans le point d'ancrage d'un but précis. Cette inquiétude semble presque prophétique aujourd'hui. Je me demande dans quelle mesure Charles pouvait ou voulait prendre en compte ses préoccupations à l'époque. En tant que père, il était tiraillé entre ses sentiments personnels et ses responsabilités institutionnelles. Diana apercevait cette tension, mais refusait d'y sacrifier ses fils. Sa lettre peut être interprétée comme une tentative de confronter Charles à une autre forme de responsabilité, non pas celle de la couronne, mais celle de la paternité. Non pas la continuité du système, mais le bien-être des enfants. Ce qui est essentiel pour moi, c'est la conviction de Diana que l'éducation des enfants peut être un acte de résistance. En traitant ses fils différemment, en les exposant au monde extérieur au palais, elle a subtilement remis en question la logique rigide de la monarchie. Elle ne l'a pas fait ostensiblement, mais avec constance. Chaque sortie, chaque conversation, chaque moment de normalité était un choix délibéré de s'opposer à l'évidence de la distance. Ses préoccupations ne se limitaient pas au bien-être émotionnel. Elle prenait également en compte la perception du public. Elle comprenait que William et Harry grandiraient à une époque où la pression médiatique ne ferait que s'accroître. Elle savait à quel point l'opinion publique pouvait être impitoyable et avec quelle rapidité un récit pouvait piéger quelqu'un. Sa lettre peut donc aussi être interprétée comme un avertissement: protégez-les non seulement physiquement mais aussi médiatiquement. Ne les laissez pas être réduits à des rôles sans voix. En y réfléchissant, je comprends combien la maternité de Diana a aiguisé son sens politique. Elle n'était pas naïve, elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le système, mais elle croyait pouvoir en atténuer les effets pour ses enfants. C'est une forme de pragmatisme souvent sous-estimée. Son amour n'était pas aveugle mais stratégique.
Elle pensait à long terme au-delà de sa propre vie. Le drame, c'est qu'elle ne verra jamais ses craintes se réaliser. Mais c'est précisément ce qui rend sa lettre si précieuse. Elle est le témoignage d'une mère qui, anticipant l'avenir, tente d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Je me demande si cet avertissement a vraiment été entendu ou simplement consigné et mis de côté. Dans la section suivante, j'examinerai la période de liberté dont Diana a bénéficié loin du palais et comment cette liberté nouvelle a aiguisé sa réflexion, mais a également accru son anxiété. Car c'est précisément hors des murs que sa voix s'est fait plus forte et peut-être même plus dangereuse pour ceux qui auraient préféré son silence. Une fois Diana sortie du palais, le ton de sa vie changea sensiblement. La liberté ne fut pas un havre de paix, mais un espace ouvert et plein de contradictions. Je ne vois pas cette période comme une libération définitive, mais comme une transition où sa pensée s'aiguisa et ses émotions s'exprimèrent plus librement. Sans la protection officielle de son titre, elle se retrouva soudainement sous les feux de la rampe, mais désormais privée du rempart institutionnel qui la protégeait auparavant. Cette prise de conscience semble l'avoir rendue à la fois plus forte et plus vulnérable. Ce qui me frappe le plus, c'est la rapidité avec laquelle elle a façonné sa nouvelle position. Elle ne s'est pas attardée sur la perte ou le ressentiment, mais a concentré son énergie sur des sujets auparavant considérés comme délicats au sein de la famille royale. Son engagement auprès des personnes atteintes du VIH et du sida, sa confrontation avec la réalité des mines, antipersonnelle, sa manière directe d'aller à la rencontre des victimes, il ne s'agissait pas de simples actions, mais de choix délibérés. Elle savait qu'elle pouvait désormais s'exprimer sans formule toute faite. Cela a accru son influence, mais l'a aussi rendue plus imprévisible. Je crois que Diana a commencé à comprendre à ce stade combien sa popularité constituait une forme de pouvoir. Non pas le pouvoir formel d'une couronne, mais le pouvoir moral de l'empathie publique. Elle est devenue un symbole d'engagement dans un monde où la distance était la norme. Cela l'a rendue aimée, mais aussi difficile à gérer. Car ceux qui refusent d'être guidés sont difficiles à contrôler. Dans ses écrits, je perçois une conscience grandissante que sa voix pouvait libérer quelque chose qu'elle-même ne serait peut-être plus en mesure de maîtriser. Parallèlement, la pression s'intensifiait. L'attention médiatique devenait plus intense, plus intrusive, parfois même obsessionnelle. Sans le cadre officiel du palais pour la protéger, sa vie privée était de plus en plus exposée. J'imagine que cette surveillance constante a érodé son sentiment de sécurité. La liberté sans protection n'est pas une liberté totale. C'est un compromis, moins de règles, mais plus d'exposition. Dans ce contexte, son anxiété a commencé à croître, ce qui transparaissait dans ses paroles et ses actes. Ce qui m'intrigue, c'est la façon dont cette période a radicalisé sa réflexion sur la monarchie. Non pas dans un sens de rejet, mais dans un sens de lucidité. Elle a perçu de l'extérieur, ce qu'elle ressentait de l'intérieur, une institution aux prises avec le changement et la quête d'authenticité. Sa lettre à Charles prend alors une dimension supplémentaire. Elle l'a écrite d'une position où elle n'était plus liée par la loyauté, mais n'avait pas encore totalement renoncé. Elle se trouvait à la frontière, et c'est précisément là que surgissent souvent les réflexions les plus pertinentes. J'imagine que durant cette période, elle pensait plus que jamais à son héritage. Non pas à sa propre réputation, mais au monde qu'elle laisserait à ses fils. Elle savait que sa liberté était éphémère, que son influence ne durerait pas. Cette prise de conscience explique peut-être pourquoi son écriture devint plus pressante. Elle voulait saisir ce qu'elle voyait, ressentait et craignait avant que sa voix ne soit à nouveau étouffée ou amoindrie. Ses relations durant cette période ont souvent été réduites à des sujets sensationnalistes, mais je préfère les considérer comme des tentatives de retrouver une vie normale. Elle recherchait une intimité en dehors du cadre strict du tribunal, une intimité qui lui avait été refusée pendant des années. Pourtant, cette quête comportait de nouveaux risques. Sans protection institutionnelle, chaque geste était scruté à la loupe, chaque choix analysé. Le regard du public était impitoyable et la marge d'erreur infime. Je me demande dans quelle mesure Diana était consciente des dangers que cette transparence impliquait. Ces lettres laissent entrevoir un sentiment croissant de menace, mais aussi une détermination à ne pas céder. Elle était restée silencieuse trop longtemps pour disparaître à nouveau. Cela rend son attitude ambiguë prudente d'un côté, inflexible de l'autre. C'est dans cette tension, je crois, que réside la clé de la compréhension de ces derniers mois. Cette période hors du palais lui a démontré que la liberté n'est pas synonyme de sécurité. Elle l'a rendue plus humaine, mais aussi plus vulnérable. Dans cette perspective, sa lettre à Charles peut être interprétée comme une tentative de renouer définitivement avec un système qu'elle avait quitté, mais dont ses enfants faisaient encore partie. Elle savait qu'elle était à l'écart, tandis que ses fils resteraient au sein du système. Ce seul fait a dû peser lourd sur ses épaules. En y réfléchissant, je réalise que Diana était peut-être plus elle-même que jamais durant cette période, mais aussi la plus vulnérable. Elle avait trouvé sa voie, mais se retrouvait seule. Cela rend ses mots d'autant plus puissants. Elle écrivait non par confort, mais par urgence. Non pour se plaindre, mais pour avertir et expliquer.
Dans la section suivante, j'expliquerai comment ce malaise grandissant et ces avertissements sans détour ont finalement conduit au silence, à la disparition d'une lettre, à des questions restées sans réponse, car la liberté lui a apporté la lucidité mais aussi une peur qu'elle ne pouvait plus ignorer. À mesure que Diana gagnait en liberté, son pressentiment que quelque chose clochait s'intensifiait. Ce qui me frappe le plus dans ces dernières lettres, ce n'est pas tant la panique, mais une vigilance persistante. C'est comme si elle s'efforçait sans cesse de déceler des schémas, d'interpréter des signaux et d'établir des liens qui restaient invisibles aux autres. Elle n'écrivait pas comme une personne perdue dans la peur, mais comme quelqu'un qui tentait de saisir une réalité de plus en plus floue. C'est précisément ce qui rend ces avertissements si difficiles à ignorer. Je constate que ce point est souvent minimisé ou rationalisé. On attribue ces propos au stress, à la pression médiatique ou à l'épuisement émotionnel, mais lorsque je lis ces écrits dans leur contexte, je vois autre chose, une femme consciente de sa vulnérabilité au sein d'un système où elle ne bénéficiait plus d'aucune protection officielle. Elle savait qu'elle n'était plus Sa Majesté, qu'elle n'avait plus de bouclier et que sa popularité pouvait à la fois la protéger et la mettre en danger. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une analyse lucide des rapports de force. Ces avertissements étaient rarement explicites. Elle n'écrivait pas sous forme d'accusation, mais sous forme de suggestions de phrases ouvertes, ce qui les rend d'autant plus troublants. Elle semblait comprendre que les accusations directes seraient rejetées, mais que des paroles écrites pouvaient continuer à résonner. Sa lettre à Charles s'inscrit parfaitement dans cette logique. Il ne s'agissait pas d'une dénonciation publique, mais d'un document privé adressé à quelqu'un qui comprenait le contexte, qui connaissait les rouages du système. Ce qui me préoccupe, c'est pourquoi cette lettre est restée secrète. Le silence est rarement neutre. Il peut protéger mais aussi opprimer. Si son contenu était innocent, pourquoi le cacher? S'il était purement personnel, pourquoi ne pas l'avoir reconnu? Le choix du silence crée un vide propice aux spéculations. Et ce vide semble avoir été délibérément entretenu. J'imagine que cette lettre a soulevé des questions auxquelles personne ne voulait répondre. Des questions de responsabilité, de protection, d'écoute. Peut-être Diana a-t-elle confronté Charles à des choix qu'il aurait préféré éviter. Peut-être a-t-elle révélé la mince frontière entre devoir et négligence. Dans une institution qui prospère grâce à la continuité de telles questions sont dangereuses, elles brisent l'illusion de contrôle. L'idée que la lettre ait été interceptée ou classée sans suite soulève une autre question troublante qui décide quelles voix sont entendues. La vie de Diana était marquée par une visibilité orchestrée. Tout ce qu'elle disait était filtré, interprété et mis en contexte. Sa lettre a rompu avec ce schéma. Elle était spontanée, sans intermédiaire. Ce qui confère à ce document une dimension non seulement personnelle, mais aussi politique. Je dois aussi comprendre son sentiment croissant de menace lié à son rôle public. Elle n'était pas une célébrité passive, mais une actrice engagée dans les débats internationaux sur l'humanité et la responsabilité. Cela lui a offert une tribune, mais aussi des opposants. Non pas au sens d'une théorie du complot, mais en fonction des intérêts et de l'image qu'elle projette. Elle était devenue difficile à intégrer, et les systèmes n'apprécient guère les frictions. Je me demande si ces avertissements auraient été perçus différemment rétrospectivement si elle était encore en vie. Aurait-il été pris plus au sérieux ou plus vite ignoré? Le drame, c'est que sa mort a rendu ses paroles plus lourdes, mais aussi plus insaisissables. La lettre à Charles devient ainsi un moment charnière, écrite de son vivant lu après sa disparition. Ce silence révèle avant tout la fragilité de la vérité au sein de structures de fermées. Ce qui ne rentre pas dans le moule n'est pas détruit, mais mis de côté, non pas nié, mais réduit au silence. La lettre de Diana en est un exemple frappant. Elle existait, mais n'a jamais circulé. Elle a été écrite, mais n'a jamais été lue, ce qui en fait le symbole de tout ce qu'elle a tenté de briser. En y réfléchissant, je réalise que cette étape de sa vie n'est pas faite de réponses, mais de questions. Des questions trop vastes pour être résumées en une seule lettre, mais qui y sont effleurées. Des questions sur la sécurité, sur le pouvoir, sur le prix de la visibilité, et sur la responsabilité de ceux qui prétendent protéger, mais surtout peut-être préserver. Dans la dernière partie, je relierai ces questions à l'actualité. J'examinerai la signification des paroles de Diana aujourd'hui et si ces avertissements atteignent enfin leur but. Car une lettre peut être oubliée, mais les idées ont la fâcheuse tendance à ressurgir. Lorsque je fais le lien entre la lettre de Diana et ses derniers mots et la situation actuelle de la monarchie, j'ai l'impression que le temps se condense. Ce qu'elle pressentait alors est désormais mis à nu. Les questions qu'elle posait consciemment ou implicitement ne sont plus de simples hypothèses. Elles se manifestent dans les choix, les ruptures et les débats publics. Sa lettre devient ainsi non seulement un document personnel, mais une prémonition, comme si elle pressentait que le véritable sens de ces mots ne se révélerait que plus tard. Je constate que la monarchie est aujourd'hui confrontée aux mêmes thèmes que ceux évoqués par Diana, la pertinence, l'humanité et la transparence.
Le monde a changé plus vite et plus radicalement que l'institution ne l'avait anticipé. Les réseaux sociaux, la communication directe et un public plus critique ont réduit l'écart entre la couronne et le citoyen lambda, mais l'ont aussi rendu plus brutal. Dans ce contexte, les préoccupations de Diana concernant la distance émotionnelle et les récits contrôlés résonnent d'une actualité frappante. Elle avait compris que le silence n'était plus une option à une époque qui réclame des explications. Ce qui me frappe le plus, c'est la manière dont ses inquiétudes concernant ses fils se sont manifestées. William est désormais visiblement au centre du système, soigneusement positionné comme un futur pilier de stabilité. Harry, en revanche, a choisi la distance, une vie en dehors de la logique institutionnelle que sa mère connaissait si bien. Je ne peux y voir qu'un écho de sa crainte que l'un soit guidé et l'autre perdu. Non pas parce que Harry était plus faible, mais parce que le système ne laissait aucune place à la nuance. La lettre de Diana prend ici une dimension presque douloureusement prophétique. Il semble qu'elle ait compris que réformer l'institution ne suffisait pas. Parfois, il fallait partir pour survivre. Sa vie s'est achevée avant qu'elle puisse franchir pleinement ce pas, mais ses paroles résonnent encore dans les choix de ses enfants. C'est peut-être là son héritage le plus tangible, non pas une réforme imposée d'en haut, mais un changement par l'action personnelle. Je me demande si la monarchie réagirait différemment aujourd'hui à sa lettre. L'écouterait-elle maintenant ou choisirait-elle une fois de plus un silence contrôlé? Le réflexe de se taire est profondément ancré. Mais le silence a un prix. Il ouvre la porte à l'interprétation, à la méfiance, aux récits alternatifs. Diana l'avait compris. Elle savait que la transparence comportait des risques, mais que le silence pouvait être fatal à la confiance. Sa lettre nous confronte également à une vérité dérangeante. Les institutions n'apprennent souvent de leurs erreurs que lorsque les dégâts sont manifestes. Les avertissements de Diana ont été ignorés ou mis de côté, non pas parce qu'ils étaient erronés, mais parce qu'ils étaient perturbateurs. Aujourd'hui, nous constatons les conséquences de cette perturbation. Le débat public sur la monarchie est plus vif que jamais et la question de son avenir est ouvertement soulevée. C'est précisément le scénario que Diana avait pressenti. Pour moi, cette dernière partie ne parle pas de culpabilité mais de prise de conscience. La lettre de Diana n'est pas une accusation, mais une invitation à la réflexion. Que se passe-t-il lorsque les besoins humains sont structurellement subordonnés à la tradition? Quel est le prix à payer pour reporter le changement jusqu'à ce qu'il devienne inévitable et qui, en fin de compte, en subit les conséquences? Je crois que ces paroles offrent encore aujourd'hui une perspective nouvelle. Non pas pour réécrire le passé, mais pour mieux comprendre le présent. La monarchie est à la croisée des chemins comme l'était Diana à l'époque. La différence, c'est que sa voix ne peut plus être ignorée sans conséquence. Elle est devenue partie intégrante de la mémoire collective, le cadre moral qui sert de référence pour les décisions. En fin de compte, je ne vois pas Diana comme une victime, mais comme une précurseur. Quelqu'un qui a parlé trop tôt dans un contexte qui n'était pas encore prêt à l'écouter. Sa lettre en est la preuve. Et peut-être que maintenant, enfin, le moment est venu pour ces mots de trouver leur juste place.